Bien, bienvenue à tous pour cette dernière table ronde permettant de faire la synthèse et puis d'approfondir et d'élargir à d'autres questions. Juste quelques précisions. À 15h30, la table ronde sera clôturée pour permettre à chacun de repartir avec le bon train dans la bonne direction. Et pour cela, je vous demande d'être le plus concis possible, c'est-à-dire de réponse à 2 minutes environ. Bon. Pour cette table ronde, je vais partir pour animer cette table ronde, je vais partir d'un constat dans la littérature en relations internationales, qui est qu'il y a autant de publications expliquant ou prenant le parti qu'il y a un conflit, au sens militaire du terme, entre ce qui est utilisé par les anglo-saxons comme par l'Occident contre les autres, expliquant qu'on est voué au conflit. Et il y a autant d'universitaires qui expliquent qu'on peut l'éviter en accommodant les États non satisfaits. Et donc les questions vont s'orienter autour de ces deux perspectives pour essayer de voir si, est-ce qu'on peut échapper à cette dichotomie, sous quelles conditions, et voir un petit peu comment cela pourrait se produire. Une première question que j'aimerais poser, si on part du principe qu'il y aura opposition au sens de conflit, ou en tout cas opposition virulente de manière généralisée, et je pense que je vais vous la poser, ambassadeur d'Aboville, quel pourrait être l'élément déclencheur ? Écoutez, ce matin, on a très justement assimilé la critique du Sud global contre l'Occident au conflit au XVIIIe, au conflit pendant la Révolution française entre l'aristocratie et le peuple. L'aristocratie, ce sont les pays de l'Occident, et le peuple, c'est tout le reste. The West against the rest. Alors, la question que je me pose et que je vous pose, c'est quel va être le Valmy du Sud global, c'est-à-dire la victoire décisive qui permet au peuple de prendre le contrôle de la nation. Et je vous rappelle qu'à Valmy, c'est l'armée royale, et pas seulement la conscription en masse, qui a permis la victoire. Alors, on peut imaginer plusieurs scénarios catastrophiques. Le premier, ça serait la dédollarisation, c'est-à-dire la chute du dollar, le fait que le dollar ne devient plus la monnaie de référence dans le monde entier pour le commerce international. Alors, cette chute du dollar, cette dédollarisation, certains considèrent qu'elle est déjà en marche parce que, par exemple, les Chinois contribuent actuellement à essayer d'une diversification des valeurs monétaires utilisées dans le commerce international. On peut aussi, certains aux États-Unis même, considèrent que le déficit de la balance des paiements américaine atteint des niveaux tels qu'il y a un moment où il risque d'avoir une méfiance générale. Mais pour le moment, et à mon avis pour une dizaine d'années encore, mais je dis 10 ans, 15 ans, le dollar est dans une position qui est absolument incontournable pour toutes les transactions. Un deuxième facteur qui serait catastrophique, mais qui est recherché ouvertement par Poutine, c'est la désagrégation de l'Union européenne. Parce qu'à ce moment-là, si l'institution européenne se désagrège ou devient réduite à une simple administration du marché unique, à ce moment-là, il y aura la tendance
en Europe, pour les uns à se réfugier vers les États-Unis en multipliant les accords bilatéraux, et pour les autres à se tourner vers la Russie. Et c'est un scénario qui n'est pas inimaginable, malheureusement. Alors, par exemple, quand la perspective d'un triomphe de Trump était étudiée par les ministères des Affaires étrangères, vous aviez beaucoup de gens qui considéraient qu'il y aurait une espèce de fuite vers Washington de la plupart des États européens qui chercheraient des arrangements bilatéraux, à commencer par l'Allemagne. La troisième catastrophe possible, c'est la renonciation des Occidentaux eux-mêmes sous la pression de leur opinion publique interne, mais aussi sous la pression internationale, à l'universalité de leurs valeurs. Et ça, c'est un problème qui est d'ores et déjà posé par les pays du Sud, en disant, écoutez, nous avons nos propres valeurs, nous avons notre identité, et il n'y a aucune raison que nous adhérions à vos valeurs, y compris la démocratie, y compris certains éléments des droits de l'homme, comme le LGBT ou les homosexuels, qui sont d'ores et déjà refusés par un certain nombre de pays du Sud. Alors, le fait que ça pose à l'Occident un vrai problème, parce que d'une part, je pense que les affaires, disons, d'Afghanistan ou d'ailleurs, montrent que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'intérêt d'essayer d'imposer nos valeurs à des pays, des civilisations qui ne sont pas prêtes. Mais en même temps, renoncer à nos valeurs, c'est renoncer à notre identité. Donc, ça pose en réalité, derrière cette interrogation, le problème de est-ce que nous devons continuer à défendre à l'extérieur de nos frontières les droits de l'homme? Est-ce que nous devons... Alors, nous pouvons continuer à le défendre de manière, disons, publique, protester contre le sort des femmes en Afghanistan, mais est-ce que nous avons les moyens de faire autre chose? Et véritablement, c'est un défi qui est très important aujourd'hui pour nos sociétés qui sont évidemment très sensibles à ça. Voilà, je crois, les trois grands risques que fait peser à la cohérence de l'Ouest. Alors le dernier, c'est évidemment l'attitude des États-Unis. Il est clair que si les Trump ou ceux qui le suivraient abandonnent l'Europe. Mais je pense qu'il y a des forces de rappel suffisamment importantes sur le plan politique, sur le plan économique, qui font que les États-Unis n'ont aucun intérêt à abandonner l'Europe et l'OTAN, parce que, par exemple, l'OTAN est un élément important de la présence américaine, pas seulement sur le plan commercial et autres, mais aussi sur le fait que les États-Unis ne peuvent pas intervenir dans le reste du monde, ne peuvent pas intervenir, par exemple au Proche-Orient, s'ils n'utilisent pas les bases américaines ou les facilités que leur consentent les Européens pour transiter. Voilà quelques... Et on l'a vu au moment de l'Afghanistan. Ce qui a été tout à fait remarquable, c'est que les États-Unis ont fait transiter par l'Europe et par l'espace aérien russe et par les bases russes d'Europe, en Asie centrale, une partie de leurs moyens logistiques. Donc, vous voyez à quel point il y a des facteurs de rappel pour considérer que la relation transatlantique, même en dépit des divergences, et moi j'ai vécu à l'OTAN le problème de l'Irak, où nous disions aux Américains, vous faites une connerie monumentale parce que en affaiblissant l'Irak, vous renforcez l'Iran et vous déstabilisez le Moyen-Orient.
même ça a duré 1 an et demi de véritablement de bagarres diplomatiques. Mais aujourd'hui encore, nous avons au sein de l'OTAN des gens comme la Hongrie, comme la Turquie, qui regimbent. Ça n'a pas mis en cause l'existence et les perspectives d'avenir de l'OTAN. Merci pour pour avoir mis en lumière ces possibilités qui ne manqueront pas de donner quelques idées de thèmes de recherche pour les étudiants, notamment pour les cours de prospective en relations internationales pour les masters ERI. Je crois, l'ambassadeur Latsous, vous souhaitez rebondir sur cette question. Oui, merci. Très brièvement. Non, moi, je voudrais dire que placer un marqueur sur une source de crise potentielle qui est énorme et qui serait vraiment un risque même pour la planète, en fait, c'est la question de la sécurité en Asie, avec les problèmes de la mer de Chine du Sud, mais surtout la question de Taïwan. Parce que on n'en parle plus, mais au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a été un certain nombre à se dire, mon Dieu, pourvu que ça ne donne pas de mauvaises idées aux Chinois pour faire avancer leur agenda, surtout dans un contexte dans lequel ils sont privés de toute possibilité d'avancer vers une solution pacifique à cause du l'étouffoir qu'ils ont répandu sur tous leurs engagements pris au moment de la rétrocession sur Hong Kong. Donc ça les a décrédibilisés complètement. Donc une solution pacifique à Taïwan, pour moi, ça n'est plus possible. Mais à l'horizon 5 ans, 10 ans, le risque d'un conflit lié à une tentative de reconquête de Taïwan, de la province irrédentiste, par Pékin, est bien réel et ferait peser une menace, y compris sur la cohésion de l'Occident, parce que certains, évidemment, auront un réflexe pavlovien, ou se sentiront obligés de tenir les engagements qu'ils ont pris, je pense quand même aux États-Unis, mais d'autres en Europe, et là la question vraiment se poserait de savoir quels sont ceux qui vont opter pour une espèce de benign neglect, une abstention, inversant un peu le paradigme des réactions du Sud global sur le conflit ukrainien, et de dire, bon, ben, après tout, ça se passe loin de chez nous, bien sûr, ça met en cause des principes, mais après tout, ça n'est pas notre conflit. Donc voilà, je voulais juste placer un marqueur là-dessus, mais c'est un vrai, vrai danger à l'horizon, probablement 5 à 10 ans. Merci pour avoir parlé de la question de la mer de Chine du Sud, parce qu'elle permet en fait de faire la transition vers la prochaine question, qui va à la fois articuler droit international et également perception de concepts politiques et de valeurs. Et pour la poser, je vais commencer juste à évoquer pour les étudiants le concept évoqué par Rosemary Foote, qui est professeure en études de relations internationales et surtout pour les questions chinoises à l'université d'Oxford, et le concept d'adaptation rhétorique et adaptation législative qui consiste en fait à, pour s'opposer à une norme internationale, à utiliser différentes étapes. D'abord, nier l'existence de la norme. Deuxièmement, une fois que cette étape est passée, nier l'applicabilité de la norme à la situation. Troisième étape, c'est changer le sens de la norme. Donc on va dans des structures narratives de type le droit de la mer ne dit pas ceci, mais dit cela. Et quatrième étape, c'est tout simplement dire quelle norme doit s'appliquer. Et si cette norme, et si on constate qu'il y a ce genre déjà de discours, notamment dans la diplomatie chinoise et maintenant russe par rapport au droit, on peut aussi constater que ça commence à être le cas au niveau des valeurs et des grandes notions de sciences politiques telles que démocratie et notamment droits de l'homme. Donc une question, donc ce que je voudrais, c'est déjà comment est-ce que vous percevez ces choses, et deuxièmement, est-ce que vous avez au travers de vos carrières déjà pu voir soit ce genre de situation ou en tout cas les prémices. D'abord peut-être l'ambassadeur Degnaud, peut-être, si, par rapport à votre expérience
Vous avez pu constater cela, puis ensuite, peut-être pour le juge Marc Perrin de Brichambault. Je vais vous faire une petite réponse vue par le petit bout de la lorgnette, mais vous allez comprendre. Quand j'étais premier secrétaire en Italie, il y a très très longtemps, la poste ne marchait pas. Il fallait 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines pour acheminer une lettre entre 2 villes d'Italie. Et le système était irréformable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé des postes privés, clandestines, interdites, illégales. Et finalement, c'est elles qui ont réformé le système. Je dis ça parce que maintenant je me rappelle ce que nous a dit M. Tertry ce matin à propos d'organisation de Shanghai. Je ne pense pas que les BRICS vont modifier les Nations Unies et vont remplacer les Nations Unies. Mais peut-être la Chine peut-elle, avec les routes de la soie, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de temps devant elle, parce que c'est ça qui fait la différence avec les démocraties occidentales, construire quelque chose qui a l'air de marcher et qui petit à petit occupe une place qui jusqu'ici était dévolue à notre droit international, avec un autre modèle, effectivement, une autre monnaie, un autre système d'Internet, d'autres règles du jeu. Et ça, effectivement, je pense que ce n'est pas totalement exclu. Merci. Oui, c'est une question intéressante à vous entendre. J'avais l'impression que vous décriviez non pas la Chine, mais les États-Unis, excusez-moi. Et la pratique souple du droit international public par les États-Unis prédate largement et a même pu servir d'exemple à la pratique chinoise. Comme vous le savez, les États-Unis n'ont jamais signé le traité sur le droit de la mer. Ils sont restés en marge du statut de Rome, et toute une série de grandes conventions internationales sur les droits de l'homme sont assorties de plusieurs pages de réserve américaines. Donc une gestion à géométrie variable. Bon, c'était l'époque du quia nominor leo, donc l'hégémonie pouvait se permettre ce genre de choses. Mais effectivement, j'ai des souvenirs très précis quand j'étais directeur des affaires juridiques des affaires étrangères. Nous avions des consultations P5. Et nous sommes allés une fois à Pékin voir nos collègues, qui d'ailleurs nous ont extrêmement bien reçus. Mais leur principal sujet de conversation, c'était les lignes de base en droit maritime. Et clairement, ils avaient déjà à l'époque, c'était il y a pas mal d'années, une lecture très différente de la nôtre. Alors nous avons eu un dialogue érudit. Ils n'ont pas été convaincus. Vous connaissez en partie la suite de l'histoire. La ligne des 7 points qui annexe en fait la mer de Chine, de facto sur la base d'une argumentation assez proche de celle que vous venez de décrire de la part des Chinois. Alors, il y a quand même plusieurs barrières à cette dérive du droit international public. La première s'appelle la Cour internationale de justice. Parce que la Cour internationale de justice est là pour dire le droit en réponse aux plaintes qui sont présentées par les États contre d'autres États pour violation des conventions internationales telles qu'elles ont été adoptées par ces États. Alors, évidemment, les épisodes les plus récents, vous les connaissez, c'est la violation de la Convention sur la prévention du génocide par la Russie, mais la Russie a également estimé que l'Ukraine, donc il y a 2 plaintes en miroir devant la Cour internationale de justice, l'une assez compliquée parce que la Russie soutient que l'Ukraine n'a rien fait pour remplacer un génocide sur son territoire. Et puis l'Ukraine soutient ce que vous imaginez. Et puis, évidemment, il y en a une qui a été actionnée par l'Afrique du Sud à l'égard de l'État d'Israël et de ses actions à la suite des opérations à Gaza, qui, elle, se traduit par une série de réunions régulières avec des mesures. Donc, alors, vous me direz, oui, plus qu'à présent, elles n'ont pas été suivies de beaucoup d'effets. Mais l'instrumentalisation du droit à bon droit, si j'ose dire, sans le pervertir, peut aussi être quelque chose qui fait désormais partie du jeu. Et on a vaguement touché à ce sujet ce matin. Quand un certain nombre d'États demandent au procureur de la Cour pénale internationale d'engager des poursuites qu'il a la compétence de faire à l'égard de coupables qui pourraient avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide en Ukraine ou sur le territoire de l'entité palestinienne, c'est également un recours au droit international public, mais celui-là, dans ce cas-là, sans essayer du tout de le pervertir.
Puis la deuxième barrière, on n'a pas beaucoup parlé quand même d'une force qui existe quand même dans le monde. C'est, si j'ose dire, c'est vous. C'est l'opinion, la jeunesse. Quand les jeunes femmes manifestent dans les rues de Téhéran, elles manifestent pour des valeurs universelles. Elles manifestent pour le droit à ne pas être soumises à une forme de loi religieuse qui leur paraît contraire à leur conception de ce que doit être leur vie, qui est beaucoup plus proche de la modernité et de l'occidentalisation que ce qui plaît à la hiérarchie théocratique à Téhéran. J'ai pris ces exemples parce qu'il est extrême, mais quand le gouvernement chinois essaye de limiter la pratique religieuse en Chine, c'est également une violation d'un droit fondamental qui est respecté normalement au titre d'un certain nombre de textes des Nations Unies. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais ce qui compte en dernière analyse, c'est quand même la façon dont sont perçues ces valeurs. Pour qu'elles soient universelles, il faut qu'elles soient acceptées et recherchées. Et malgré tout, dans la jeunesse du monde, ou parmi les dissidents russes, il y a une aspiration. Et c'est ce qui veut dire que vous pouvez essayer de pervertir le droit, vous pouvez essayer de lui tordre son sens, mais vous aurez quelque part des gens qui, au nom de l'esprit d'humanité et de justice, continueront à affirmer des choses qui ont une portée universelle. Merci beaucoup pour vos réponses. Et justement, en vous écoutant, une question non préparée m'est venue à l'esprit. C'est quand on regarde, et ça fera écho à aussi un pan entier de la littérature universitaire sur cette question, quand on regarde un petit peu ce que font les autres, pour ainsi dire, quelle est la part d'originalité dans leur comportement, pour rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que la contestation est sur des bases philosophiques ou de comportements vraiment novatrices, ou est-ce que c'est une sorte de copie adaptée de la manière dont les États-Unis en fait ont contesté l'ordre européen tout au long du 19e? Et dans ce cas-là, au final, s'il n'y a pas d'originalité, au fond, ça voudrait donc dire qu'il n'y aura pas vraiment de réelle alternative profonde à l'ordre international qui existe déjà, peut-être juste une mise à jour. Et si, à l'inverse, il y a, selon vous, une base de contestation vraiment en rupture, dans ce cas-là, effectivement, la contestation est beaucoup plus sérieuse. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait rebondir en premier sur cette question par rapport aux expériences? Oui. Je veux bien essayer, mais c'est vraiment une question compliquée, celle de la rupture. Je vous conseille la lecture de Monterland, « Les révolutions font perdre du temps ». Si un jour vous avez l'occasion, je vous recommande d'aller voir le Louvre à Abu Dhabi. Le Louvre à Abu Dhabi présente l'évolution des civilisations en simultané. Et c'est absolument passionnant de voir que tout avance en réalité en même temps, même avec des décalages temporaires qui peuvent avoir 1000 ans d'écart. Mais ça va dans le même sens. Et quand vous sortez du musée, vous avez perdu un peu vos repères, sauf un. Ce qui tire l'humanité avec des retards, avec des guerres, avec des difficultés, le mouvement de l'histoire va vers la liberté individuelle, le désir de liberté individuelle. C'est fondamental, c'est le passage de la tribu et du clan qui doit se battre pour sa survie naturelle en environnement hostile, jusqu'à un système qui progressivement permet à l'individu de se sortir de la dépendance de son groupe. Et ça, c'est quasi universel. Mais ça se traduit évidemment de façon totalement différente suivant les civilisations. Le deuxième élément, c'est que, il s'est passé quelque chose en Occident de fondamental avec les Lumières. Les Lumières, c'est quoi? C'est la prévalence de la raison et du progrès. La raison par rapport au poids du religieux,
Le progrès, parce que la technique devait libérer l'homme. Regardez, évidemment, l'encyclopédie d'Alembert, Diderot et les autres. Et ce que nous sommes en train, peut-être, de perdre en Occident, c'est la notion de progrès, alors que les autres sont en train de se l'approprier. Prenez le dernier rapport sur l'avenir de l'Union européenne. Il y a 80 pages, très intéressant, monté par la Commission et le Conseil. Le mot progrès n'est jamais cité, pas une fois. En revanche, vous avez 14 fois le mot innovation. Et dans le rapport de Draghi d'il y a 3 jours, vous n'avez que l'innovation, jamais le progrès. Et pourquoi ? Parce que l'Occident se met à réfléchir sur la notion de progrès comme un jeu à somme nulle. Ce que nous gagnons d'un côté, nous le perdons de l'autre. Et c'est la grande bataille que vous aurez à mener, qui est celle de l'écologie, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est fondamental, l'attitude des civilisations devant la question écologique, transfrontalière par nature, c'est est-ce que nous, qui avons contribué à manger toutes les ressources de la planète et à les exploiter de façon folle, est-ce que nous avons une légitimité à parler de la manière de se sortir de cette manière de faire? Ou est-ce que nous devons le laisser à ceux qui se sont fait exploiter, notamment en termes de ressources naturelles? En gros, qui est légitime aujourd'hui à parler de la sauvegarde de la planète en termes d'écologie? Et ce n'est pas du tout une question simple, parce que vous avez les 2 grands pollueurs, les États-Unis et la Chine, qui sont en opposition de phase pour régler cette question-là. Et là, vous aurez encore des oppositions fondamentales. Donc, la question du philosophique, pourrait-on dire, de qu'est-ce qui fait marcher l'histoire, c'est-à-dire la question des libertés et du progrès, qui étaient des valeurs occidentales, sont-elles remises en cause ou sont-elles quasiment anthropologiques? C'est une vraie question pour la suite. Ensuite, sur l'avenir de la planète, il va y avoir des batailles quasiment de civilisation, parce que je ne pense pas malheureusement qu'on arrivera à se mettre d'accord devant le constat. Et quand je vois les conférences, hors la COP21, on n'est pas sorti de l'auberge en termes de capacité à parler ensemble pour travailler sur des grands projets transversaux. Après, et je termine avec ça, il y a la question de l'innovation elle-même. Parce qu'on a beau dire, si vous prenez les 10 premières sociétés mondiales en matière de haute technologie, vous avez 9 américaines, 1 chinoise. C'est-à-dire que l'Occident est encore très en avance pour écrire l'histoire technologique du monde. Et je me souviens, après le 11 septembre, on était aux Nations Unies avec Moscovici, et à un moment, tout le monde était un peu stupéfait, Jean-David Lévit était ambassadeur à ce moment-là, là-bas, et il y a un type dans la salle qui a hurlé, parce que le délégué égyptien avait pris la parole, or on savait déjà qu'une partie des pirates était d'origine égyptienne, et qui a dit dans la salle, vous serez toujours capable d'envoyer des avions dans les tours, vous serez toujours incapable de les fabriquer. C'était la phrase la plus dure qu'on puisse dire en termes d'évolution et j'allais presque dire, de mépris, de mépris de l'Occident par rapport au reste du monde. Il reste qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, fort heureusement, c'est que vous avez une inventivité de tous les jeunes de la planète partout qui peut se transformer en projet même structurant grâce à Internet et grâce à des communautés de chercheurs et de jeunes qui travaillent ensemble à distance, c'est-à-dire que le progrès technologique devient de plus en plus transnational. Et ça sera fondamental, et je termine avec ça, sur la question de la dédollarisation. Ce qui risque d'arriver n'est pas tant que la Chine remplace le dollar, j'y crois pas un instant, mais c'est que le dollar perde de son poids à cause des crypto-monnaies, c'est-à-dire d'un système qui se base non pas sur des actifs réels, mais simplement sur la confiance de ceux qui l'utilisent. Ce qui peut mener à de vraies
catastrophes et des clashs monétaires absolument considérables. C'est-à-dire que on peut avoir une crise de 29 de crypto-monnaies, hein, et qu'il faut... mais en tout cas, elle sera presque par définition, celle-là, cette monnaie, transnationale. Et donc, ce que je vous invite à regarder, parce que ce sera pour votre génération, c'est comment les grands problèmes de la planète vont être gérés par des tribus tout autour du monde, pourrait-on dire. Il y aura de l'occidental et il y aura du sud dedans, mais probablement ça dépassera la capacité de régulation des pays, et avec des régulations par les acteurs mêmes de ces progrès technologiques. Ce qui est intéressant, c'est que si je vous demande, à vous dans cette salle, qui régule Internet dans le monde, qui a la main sur la régulation d'Internet, ce qui est passionnant, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Et alors qu'il y a des organismes régulateurs, mais ce qui est passionnant, c'est que vous utilisez Internet plus que quiconque. Vous êtes des utilisateurs quotidiens à plusieurs heures par jour d'un objet technologique mondial dont vous ne savez pas qui le maîtrise, qui le domine et qui en fait la norme. Et ça, c'est très intéressant. C'est exactement aujourd'hui comme quand vous avez une voiture moderne. Avant, dans ma génération, on savait ouvrir le capot et réparer le moteur. Aujourd'hui, vous ne savez pas ouvrir le capot et réparer le moteur d'une voiture. C'est trop compliqué. En revanche, vous savez parfaitement l'utiliser dans toutes ses dimensions et sans lire la notice. Il y a quelque chose qui, en termes de maîtrise conceptuelle du monde, est très fort, sur lequel je vous invite vraiment à réfléchir, parce que là, ça transcende la question de l'Occident et du Sud global. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les enjeux écologiques, je voudrais vous ramener il y a 35 ans, au milieu des années 80, quand on s'est rendu compte d'un problème qui était apparemment technique, mais qui était grave, qui était le problème du trou dans la couche d'ozone. Un trou qui était provoqué par l'usage extensif à travers le monde de gaz qu'on appelle les chlorofluorocarbones, qui servent pour les climatiseurs et les frigidaires. Bon, on a eu une négociation à Genève, j'y ai participé, ça a duré 1 an et demi, et à la surprise générale, tout le monde a réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'il fallait cesser d'utiliser les CFC, il fallait retrouver d'autres gaz. Et c'est ainsi qu'on a mis au point un régime international, agréé par tout le monde, qui a débouché sur le fait que maintenant, le trou de la couche d'ozone, il est en train de se dissiper. Et c'est beaucoup mieux pour la santé de tout le monde. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est dans ce contexte que, alors que commençaient à se multiplier les rapports sur la dégradation du climat, sur les changements de l'environnement, l'idée a surgi qu'il fallait absolument se doter d'instruments d'analyse performants. Et c'est dans ce contexte, ça a duré entre 1987 et 1988, qu'on a créé le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, qui est quelque chose qui a été une révolution conceptuelle, en fait. Arriver à mettre au point un instrument dans lequel tout le monde se retrouve d'accord pour adopter chaque année un rapport qui analyse les faits, les réalités, les données et qui formule des recommandations, des conclusions, c'était majeur. Et je me souviens très bien d'une séance où un jour, un délégué d'un pays du tiers-monde, je crois que c'est un pays du Moyen-Orient, a dit, écoutez, c'est pas compliqué, l'homme peut vivre avec la guerre, il peut vivre sans droit, mais il ne pourra pas vivre sur la planète s'il n'y a plus de planète. Et si on continue à laisser se dégrader le climat, ça va être le cas. Donc je crois que ça va tout à fait à l'appui de ce que vient de dire Eric. Il faut vraiment trouver l'instrument, et cet instrument ne trouvera pas à l'initiative d'un groupe ou d'un sous-groupe. On ne peut le trouver qu'à l'initiative de l'institution internationale qui pour le moment sont les Nations Unies. Le secrétaire général Guterres n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu peut-être se positionner sur les conflits du moment, y compris l'Ukraine, y compris le Proche-Orient, mais il se positionne par contre, résolument sur les questions du climat et de l'environnement. Je crois qu'il faut l'encourager, parce que c'est là, pour le coup, c'est une question qui ne souffre même pas discussion. Les climato-sceptiques sont de moins en moins nombreux. Bon, on verra ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, mais je crois que quand même, l'immense majorité de l'humanité a bien conscience et constate tous les jours qu'il se passe des choses et que si on n'y remédie pas, on n'y arrivera pas. Donc c'est là
aussi qu'on doit pouvoir, je crois, progresser dans un esprit d'intérêt partagé. Justement, pour continuer sur cette thématique et pour introduire la prochaine série de questions, je vais juste vous lire quelques expressions, citations que l'on retrouve dans les mémoires de Sun Yat-sen, parce que si on fait abstraction de la date, elle me semble d'actualité. Donc, Sun Yat-sen raconte qu'en 1905, donc juste après la défaite sans appel infligée à la Russie par les forces impériales japonaises, celui-ci se trouve en Égypte. Il rapporte que les Égyptiens l'ont confondu avec un Japonais et vont vers lui, et Sun Yat-sen rapporte les propos suivants. « Des Arabes, m'ayant pris pour un Japonais, me firent une ovation. Tes compatriotes, criait-il, viennent de couler une flotte russe que nous avions vue passer par ce canal. Nous aussi sommes des Orientaux opprimés par les Occidentaux. La victoire des Japonais est la nôtre. » Fin de citation. On retrouve au même moment, publié un an auparavant, en 1904, par l'écrivain égyptien Mustafa Kamel, les propos suivants, lui aussi grand fan comme Sun Yat-sen du Japon, et il y consacre d'ailleurs ses écrits avec un ouvrage sur le Japon intitulé « Le soleil levant », dans lequel on trouve les propos suivants. « Nous, les Orientaux, on nous enseigne depuis l'enfance que notre civilisation appartient à un passé révolu, que nous n'avons plus aucun rôle dans le monde d'aujourd'hui et que nous devons accepter la suprématie de l'Europe. La nation japonaise vient de démentir ces allégations. » Fin de citation. Donc, si on fait abstraction de la date et que l'on enlève Japon pour remplacer en fonction des endroits et perspectives par Chine, Russie ou de manière générale BRICS, on se trouve dans une configuration plutôt similaire de ceux se battant d'abord pour des questions de réputation, de statut, d'honneur, et pour venger des humiliations réelles ou perçues. Ce qui ne manquera pas aux étudiants en RI d'évoquer les concepts de l'école anglaise avec la notion de révolte contre l'Occident. La première question partant de ces citations que je voudrais poser peut-être à Dominique Souchet, c'est finalement est-ce qu'il y avait prédisposition à la contestation actuelle? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs, ou est-ce que c'est une contestation de type, on va dire, poussée de fièvre, qui arrivait à un certain moment pour des facteurs conjoncturels et puis qui pourrait s'affaisser ensuite? Alors cette question m'amène à faire référence au testament diplomatique que nous a laissé Henry Kissinger. Henry Kissinger pensait que, après la fin de l'antagonisme Est-Ouest, nous allions déboucher dans un monde néo-westphalien, c'est-à-dire comportant un certain nombre d'acteurs nouveaux en termes de puissance, avec des intérêts nationaux, des intérêts différents, des intérêts parfois contradictoires qu'il allait falloir composer, et donc que l'ensemble des acteurs allaient devoir, au fond, négocier de nouveaux traités de Westphalie. Alors Kissinger n'insistait pas beaucoup sur le fait que les traités de Westphalie étaient une conséquence d'un très long conflit qui était la guerre de 30 ans. Alors si on regarde la manière dont se comportent les acteurs du Sud global, hormis donc cette tendance commune qui les réunit face à l'Occident, d'hostilité à l'Occident, nous les voyons mener en réalité des diplomaties opportunistes qui cherchent à maximiser tout simplement leurs intérêts nationaux. Donc à cet égard, Kissinger avait raison. On est bien devant
un monde d'apparence néo-westphalienne. Simplement, ces acteurs ne partagent pas le souci d'établissement d'un nouvel ordre international. Et le souci de négocier, de voir l'ensemble des acteurs du jeu international négocier l'établissement d'un nouvel ordre international, peut-être à l'exception de 2 pays, la Chine qui lance un certain nombre de projets globaux qui ne sont pas toujours très, très élaborés. Et puis la France, Hervé Latsous nous rappelait ce matin les propositions de la France en matière de réforme de l'Organisation des Nations Unies, et en particulier du Conseil de sécurité, des propositions très concrètes allant très loin et qui avaient réuni à l'Assemblée générale un nombre important de votants en sa faveur. Et donc je crois qu'il y a là un champ ouvert à notre diplomatie, à la diplomatie de la France, si elle souhaite en conserver une et qui serait conforme à sa tradition. Ça suppose évidemment de ne pas se lasser, de dialoguer en permanence avec tous les acteurs qui s'essaient aussi à formuler des idées permettant de viser ce nouvel ordre international. Il faut être endurant, il faut être cohérent. Alors il y a peut-être parmi vous de futurs acteurs de la recherche de ce nouvel ordre international qui est essentiel pour l'avenir de notre planète. Je crois que l'ambassadeur d'Aboville, vous souhaitez rebondir. Je voudrais que nous avons eu une présentation très intéressante de tous les défis que nous devons affronter, que votre génération devra affronter. Et donc la question que je me pose, et que se posent beaucoup de gens, c'est est-ce que les démocraties occidentales ont la capacité, notamment sur le plan diplomatique, de réagir vis-à-vis de ces défis? Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs considérations à prendre en compte. La première, c'est l'opposition entre le court-termisme, qui est la règle des démocraties, puisque la règle des démocraties, c'est quand même la capacité de provoquer l'alternance par le vote, et la vision stratégique à long terme que nous pouvons avoir, mais qui ne reçoit pas fondamentalement dans les démocraties toujours la même importance que dans les régimes autoritaires. Je pense que nous sommes soumis en démocratie à la tyrannie de l'opinion, à la tyrannie de l'immédiatité. Et ceci, par exemple, je prends l'exemple de la Libye, c'était pas forcément une intervention à faire, mais Bernard-Henri Lévy, assez stupidement, a réussi à convaincre Sarkozy qu'il allait, à la veille de l'élection, avoir une catastrophe humanitaire un peu du type Bosnie, et que par conséquent, il fallait réagir. Et bien, on s'est lancé dans une opération qui, au départ, était limitée. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, aux Nations Unies, ça a été accepté. Même Medvedev, qui était le chef d'État, etc., a accepté cette opération. Et puis, ça a dérivé dans une opération de changement de régime qui elle, était contraire à l'esprit même des Nations Unies. Donc, les démocraties ont cette faiblesse, et de plus en plus, y compris avec les réseaux sociaux, d'être soumises à l'immédiateté. Alors que d'autres civilisations, d'autres pays, et je prends l'exemple de la Chine, sont capables de plans à long terme. Sur la planification des moyens de la défense nationale, nous sommes soumis en France, et encore c'est une exception en Europe, à une espèce de planification à 5 ans. Mais les Chinois voient beaucoup plus loin. Qu'est-ce que les Chinois ont désigné il y a une dizaine d'années? L'adversaire, c'est les États-Unis. Et donc, on va faire en sorte de construire une flotte, une aviation, pour répondre aux États-Unis en cas d'agression dans notre région.
Et donc, ils ont construit une flotte qui est maintenant supérieure à celle des États-Unis. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi au danger du moment, c'est-à-dire on a la lutte contre le terrorisme, la capacité d'intervention extérieure, la lutte contre les États parias. Et donc, on a construit nos appareils de défense à ce moment-là pour répondre à ces objectifs qui étaient des objectifs qui se sont révélés ou transitoires ou moins importants qu'on ne le pensait. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans une situation qui est plus difficile parce que c'est beaucoup plus difficile de rattraper le passé. Deuxième faiblesse, c'est ceci on en a parlé ce matin, c'est la tendance à substituer au consensus comme règle de la relation internationale le binôme majorité et minorité. Si nous serons démographiquement, c'est une évidence, en minorité, et de plus en plus. Et la règle du consensus au niveau international nous protège en quelque sorte et garantit notre liberté de comportement. Troisième élément, c'est la montée, ceci vient d'être évoqué, c'est la montée en puissance des forces extra-étatiques. Dans le conflit ukrainien, il y a un moment où Elon Musk a décidé, écoutez, moi je vous coupe l'accès Internet si vous attaquez la Crimée. Alors, Washington a dit oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, ils ont fait des pressions et finalement, Elon Musk a dit bon, je vous rétablis la capacité pour vos drones d'attaquer des cibles en Crimée. Mais déjà, on voyait que dans un domaine qui est tout à fait régalien, qui est celui de la défense, il y a des forces extra-étatiques qui sont capables de s'exercer. Et naturellement que sur Internet ou dans le domaine commercial, il y a de plus en plus de forces qui sont extra-étatiques. Et donc, on se pose le problème de leur régulation, et on a vu ce matin, enfin il y a quelques instants, on a vu à quel point c'était difficile d'obtenir la régulation de ces forces extra-étatiques et la difficulté de trouver aussi des consensus. Alors, miraculeusement, on a trouvé un consensus de principe sur la décarbonisation et sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais on voit d'ores et déjà que c'est en train de s'affaiblir. Donc, si vous voulez, je ne mentionne que ces trois faiblesses-là, mais nous sommes face à ces défis, nous occidentaux, nous démocrates, nous Européens, dans une situation dans laquelle nous devons prendre conscience des limites de nos capacités et aussi prendre la mesure des décisions que nous devrons prendre pour maintenir nos forces. Juste avant de donner la parole à l'ambassadeur Degnaud, un message pour vous, les étudiants. Après les réflexions de l'ambassadeur Degnaud, une première série de questions venant de vous pourra être prise, donc c'est le moment de les affiner. L'ambassadeur Dan, pardon. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. La langue à fourcher. La langue à fourcher. Merci beaucoup. Oui, il faudrait, comment dire, que vous reteniez 2-3 choses supplémentaires, parce qu'il y a eu énormément de choses dites aujourd'hui. La première, c'est que c'est vrai que la planification de long terme commence à nous échapper et surtout, elle échappe aux États au profit des entreprises en Europe. En France, par exemple, jusqu'à la fin des années 80, c'est l'État qui pense long et les entreprises qui pensent court, parce qu'elles ont leur bilan de fin d'année et leurs actionnaires, et l'État, lui, peut se permettre de voir plus long. Et heureusement aussi au niveau européen, je rappelle que la fusée Ariane devient rentable au 21e tir. S'il avait fallu attendre qu'un privé fasse 21 tirs avant de s'y retrouver, il n'y aurait jamais eu Ariane. Mais ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est une inversion. C'est-à-dire que les entreprises se sont trouvées dans la nécessité de voir loin
pour leurs investissements, et les États, en raccourcissant les périodes électorales, par exemple de 7 ans à 5 ans en France pour le président de la République, sont devenus, eux, court-termistes. Parce que ce qui était de plus en plus important, c'était l'élection suivante qui était proche. Et donc, vous avez aujourd'hui un État qui, malheureusement, est de moins en moins stratège, alors que le secteur privé l'est de plus en plus. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la programmation longue par les États n'est pas forcément efficiente. On prend la Chine, qui, bien sûr, a programmé du matériel militaire, des accroissements, tout ça est bien. Mais par exemple, elle décide qu'il y aura un enfant par famille. Et pas plus, autrement, il y a des pénalités pour la famille dès le deuxième enfant, etc. Le résultat de la politique familiale de long terme de la Chine, ça va être un retournement démographique dans quelques années, un vieillissement de la population, où vous avez aujourd'hui, tenez-vous bien, en Chine, l'ouverture d'un peu moins de 100 maisons de retraite par semaine. C'est étonnant, hein? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus de famille. Parce que quand vous n'avez qu'un enfant, il n'y a plus d'oncles, de tantes, etc. Et donc, les vieux ils se retrouvent tout seuls, les jeunes étant partis à la ville pour trouver un travail pour manger. Vous avez, avec ce type de politique, une déstructuration très profonde de la société, des filles qui n'arrivent pas à se marier, enfin, des problèmes sociaux, en réalité, colossaux. Et donc, attention à l'idée des programmations longues sur la société. L'Allemagne a vu venir le coup. Et elle comble avec de l'immigration. Très bien. Elle a fait le pari que l'immigration turque et syrienne ça allait tenir en termes d'intégration. On voit aujourd'hui les problèmes identitaires qui refont monter, bien entendu, l'extrême droite, comme d'ailleurs au Royaume-Uni. Les Polonais, voyant leurs problèmes démographiques, disent « Nous, on veut bien prendre des gens, y compris du Moyen-Orient, mais à une condition, c'est qu'ils soient chrétiens. » Incroyable. On ne pourrait pas imaginer un critère pareil en France. Il n'empêche que, en termes de cohésion sociale, aujourd'hui, d'homogénéité sociale, la Pologne dépasse largement la France. Ce n'est pas que je prône cette solution. Je dis simplement, vous aurez à réfléchir aux conséquences multiples de décisions étatiques lourdes sur les problèmes lourds que sont la démographie, la défense ou l'écologie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà une première série de questions? Alors, avant de vous donner la parole, s'il vous plaît, je vous demandais de vous lever pour poser votre question, pardon, et également de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, relevez la main, il y avait par ici. D'abord, monsieur, et ensuite votre camarade. Oui. Un qui souhaite en réagir oui. Je propose d'abord Hervé. Oui, merci. C'est une vraie question, une question qui a été anticipée d'ailleurs par le rédacteur de la Charte des Nations Unies, puisqu'il y a dans la Charte ce qu'on appelle le chapitre 8 qui prévoit explicitement le principe et les modalités de la coopération entre les organes des Nations Unies, le Conseil de sécurité et ses organisations régionales. Le problème, c'est que c'est relativement facile à dire. C'est déjà beaucoup plus difficile à faire, même quand il y a une organisation régionale structurée. Je pense à l'exemple de l'Afrique, où sont concentrées actuellement la plupart des opérations de maintien de la paix, où se concentrent
tant de crises de toutes sortes, des crises de terrorisme, des crises liées à des conflits ou à des post-conflits, des crises de faillite d'État. Hein, tout ça, il faut bien le gérer, mais on constate bien que l'organisation de l'Union africaine n'a absolument pas les moyens, ni humains, ni surtout financiers, et encore moins politiques dans bien des cas, pour y faire face. Et donc elle est obligée de faire appel à la charité publique, notamment à la charité de l'Europe, enfin de l'ONU aussi. Bon, et au moins l'Union africaine a-t-elle le mérite d'exister, mais en Asie, vous parliez, monsieur, de la situation en mer de Chine du Sud. L'une des difficultés, c'est que justement, dans cette région de l'Asie, il n'y a absolument aucune organisation régionale de sécurité. L'ASEAN a fait des choses remarquables, mais sur le plan de la coopération économique, de toute une série de coopérations thématiques, mais jamais en matière de sécurité, en partie, en grande partie, parce que justement la Chine pèse trop lourd dans tout ça, et que donc elle inhibe les réactions de pays comme ceux de l'Asie du Sud-Est qui voudraient défendre leur précaré maritime en tout cas, et elle ne fait absolument rien pour essayer de neutraliser ou de contrôler tant soit peu le grassouillet leader bien-aimé de la Corée du Nord, qui fait peser quand même une menace permanente considérable sur non seulement sa région, mais au-delà. Donc, vous voyez, en Amérique latine, vous avez, effectivement, l'OEA qui essaie de faire des choses à la mesure de ses moyens, et pas dans tous les cas. Regardez Haïti. Haïti, c'est quand même l'ONU qui s'en occupe, enfin, qui essaie de s'en occuper. Donc, tout ça, et au Moyen-Orient, pour en terminer, il n'y a pas d'organisation. La Ligue arabe n'a jamais été capable de définir, pour des raisons qu'on peut bien comprendre, qu'on peut imaginer, qu'on voit tous les jours, n'a jamais été capable de définir une politique dans ce domaine. Donc, sans remettre à des puissances régionales particulièrement capables peut-être de faire quelque chose, d'abord, il faut définir lesquelles. Dans le cas de l'Afrique, comment est-ce que vous départagez l'Afrique du Sud, le Nigeria, peut-être l'Égypte aussi, qui se considère avoir une vocation. Tout ça est un peu insoluble. En Amérique latine, comment concilier les objectifs du Brésil avec ceux de l'Argentine et peut-être plus au nord ceux du Mexique? C'est presque impossible. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'alternative à quand même une certaine centralisation des responsabilités premières, en tout cas celles qui sont pour le moment définies par la Charte des Nations Unies, avec le concours, lorsqu'elles sont en mesure de le faire, politiquement, financièrement, humainement, etc., des organisations régionales. Mais tout ça suppose évidemment, on retombe toujours là, la question de la réforme du Conseil de sécurité. Je voudrais poursuivre avec ce que vient de dire Hervé là-dessus. La tentation de la régionalisation, elle est évidente, et notamment pour l'Union européenne, qui est un exemple de régionalisation réussie, puisque nous avons surmonté nos divisions entre occidentaux de l'Ouest, notamment grâce à l'Union européenne. Et l'Union européenne elle-même s'est entichée d'une série d'approches régionales vers son étranger proche, y compris l'Asie centrale dont on parlait. En même temps, les limites sont évidentes. On parle de la régionalisation pour la Méditerranée. Très bien. Le président Sarkozy s'était largement entiché du problème. On avait même fait des conférences. Je crois qu'il en subsiste quelques restes d'ailleurs. Mais comment faire travailler avec le Maroc et l'Algérie? Comment nous-mêmes, dans nos relations de sécurité, nous pouvons établir une entente avec l'Algérie? C'est un vaste problème. Donc, sans parler de l'immigration. Donc, c'est très difficile. Et puis, vous avez en Asie du Sud-Est, et je suis d'accord avec Hervé là-dessus, mais vous avez en plus le refus d'un certain nombre de pays de prendre parti entre les États-Unis et la Chine. C'est ce qui se passe actuellement. Nous avons essayé de promouvoir une politique française du Pacifique, en disant, après tout, nous avons des territoires et nous avons des citoyens dans le Pacifique.
Et donc, nous devons avoir une politique. Et donc, on va avoir un peu plus de bateaux, un peu plus d'avions capables notamment d'assurer la sécurité ou surveiller la pêche illégale des pêcheurs chinois dans nos eaux territoriales. Mais en même temps, un certain nombre de pays considèrent que, après tout, c'est très bien que la France aide pour les typhons et pour le développement dans les petites îles du Pacifique, mais que fondamentalement, ils ne vont pas choisir entre la France et la Chine. Et donc, si vous voulez, il y a des limites évidentes, mais vous avez raison, c'est un élément important de nos outils diplomatiques, avec les limites qui sont évidentes. Je vais vous prononcer un gros mot, si vous me permettez. Gouvernement mondial. Ceux d'entre vous qui ont été voir Oppenheimer ont certainement été sensibles au fait que dans Oppenheimer, on voit comment les acteurs scientifiques de l'invention de l'arme nucléaire et une partie de la classe américaine de l'époque ont été tellement impressionnés par la puissance faible à l'époque par rapport à ce qu'on a maintenant et par les conséquences possibles des armes nucléaires que la solution pour eux, on voit Einstein en parler dans le film, c'était il faut créer un gouvernement mondial, c'est-à-dire une autorité exécutive légitime fondée sur une convergence des États pour traiter des grands problèmes qui éviteront la fin du genre humain. Alors, ceci est évidemment, dans le contexte actuel, totalement utopique. Tellement utopique qu'il y a eu pendant plusieurs années dans l'après-guerre américain, l'ancien candidat républicain contre Roosevelt, M. Willkie, a fait campagne à travers les États-Unis, à travers le monde, autour de cette idée. Et c'est en fait Staline qui a tué ce mouvement avec le début de la guerre froide. Alors, c'est un épisode que tout le monde a oublié, mais quand nous avons commencé à discuter ensemble, comment traiter sérieusement du problème du réchauffement climatique? Comment traiter sérieusement du problème des pandémies? Comment traiter sérieusement du fait, on va en parler sûrement bientôt, que la deuxième moitié du XXIe siècle, ça va être l'Afrique. C'est-à-dire, compte tenu de la vague démographique et de la crise environnementale et climatique sur le continent africain, comment mobiliser les ressources pour donner aux milliards de jeunes Africains des emplois qui leur permettent de mener une vie humaine normale et subsidiairement de ne pas être tentés par l'immigration, vous savez vers où. Donc un enjeu aussi assez fondamental pour nos sociétés. Et ça, c'est aussi le problème de votre génération. À un moment donné, cette question va se poser. C'est-à-dire, est-ce que, je reviens à votre question, est-ce que l'exemple de l'Union européenne comme cadre dans lequel on partage certains attributs de souveraineté, certains domaines, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est dans la nature des problèmes et parce que collectivement, on peut exister, on peut se protéger et on peut agir dans le cadre international. Est-ce que cet exemple est transposable et peut permettre à un moment donné de réduire l'énorme fragmentation que nous voyons sous nos yeux et qui peut se traduire par des crises très graves? Est-ce qu'il faudra un nouveau conflit mondial pour arriver à des structures politiques dont incontestablement les problèmes les appellent en quelque sorte pour qu'ils soient valablement traités? Pardon de ce moment d'utopie. Merci beaucoup. Vous avez une question, monsieur, c'est à vous. Ou peut-être un tour de table bref de chacun par rapport à son expérience et à sa carrière? Fort heureusement, je n'ai pas eu dans mon expérience professionnelle à gérer les conséquences d'une crise brutale et d'un déclassement brutal de la France. En revanche, c'est vrai que dans certains domaines, on a vu les choses s'effriter de manière régulière, continue,
et j'espère pas irréversible. Mais je ne réponds pas exactement à votre question parce qu'il faudrait avoir une boule de cristal. Mais si on prend par exemple la puissance diplomatique, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie certes sur des idées, sur un réseau, sur une compréhension du monde, sur une capacité à fabriquer des consensus. C'est grâce à ça que la France et le Royaume-Uni sont les principaux auteurs des résolutions au Conseil de sécurité. Mais ça s'appuie aussi sur une capacité militaire, bien sûr, et sur une capacité économique. Lorsque vous n'avez plus des finances publiques, pour utiliser un terme de marine, qui soit manœuvrante, ou lorsque vous avez une économie qui est faible, vous finissez par ne plus exister diplomatiquement. Et donc ça, c'est un vrai risque et que malheureusement, on le voit poindre. Un autre risque, c'est que nous ne puissions plus continuer à promulguer à travers la planète nos valeurs universelles, parce que justement, elles auront été jugées non universelles par un certain nombre de gens. Il faut rappeler quand même, on n'a pas parlé aussi, je crois que Eric en a dit un mot, mais la déclaration islamique des droits de l'homme, c'est un événement majeur. La première que j'ai trouvée, il y en a eu plusieurs, hein, c'est 1981, mais il y en a peut-être eu avant, je ne sais pas. 1981, dans le cadre de l'UNESCO. C'est un copier-coller, mais avec quelques petites modifications substantielles, de la Déclaration universelle. C'est de là qu'est partie en partie la contestation de nos valeurs. C'est probablement, si on cherchait une matrice commune de l'Occident, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui. Même si certains articles sont un peu difficiles pour certains pays, y compris le nôtre. Et donc là, je pense qu'effectivement, on ne pourrait plus se prévaloir de cette universalité. Est-ce que ce serait un drame affreux de conserver notre identité chez nous et d'accepter que les autres en aient une autre? La question est ouverte. Oui, on ne peut pas répondre sur les scénarios, j'allais dire les scénarios catastrophes, qu'est-ce qui se passe s'il y a inversion, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Ça dépendrait tellement dans quelles circonstances, comment, guerre ou pas guerre, ou grignotage ou pas grignotage. Mais il faut garder en tête que ce que nous proposons au monde aujourd'hui est pour beaucoup inaudible. C'est-à-dire qu'il faut rester sur nos valeurs, il faut rester sur notre capacité. Mais en face, ça répond plus. Ça répond plus parce que nous n'avons pas été exemplaires en vrai ou à leurs yeux, ce qui fait que nous avons perdu de la crédibilité. Notamment sur, par exemple, le concept de liberté, d'égalité, de fraternité. À l'international, le combat pour la liberté, ça a été beaucoup lorsque ça nous arrangeait. Le combat sur l'égalité, bof, il a fallu effectivement attendre d'être attaqué dans le cadre notamment des guerres de décolonisation pour qu'on se mette, nous, à l'accepter. Quant à la fraternité, on sait bien qu'elle est à géométrie variable. Et donc, un des éléments pour rester, c'est d'être, quand on dit qu'il faut être fidèle à ses valeurs, mais il faut être fidèle au sens qu'il ne faut pas les trahir nous-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Et trop souvent, nous n'avons pas tenu parole lorsque nous avons dit que nous allions faire telle et telle chose. De ce point de vue-là, retenez... Alors, la citation complète de Tocqueville est assez longue, mais raccourcie grâce à Benoît d'Abbeville dans un discours du président de la République quand Gorbatchev essayait de nous enfumer. Les nations fatiguées de longs efforts acceptent qu'on les dupe pourvu qu'on les repose. C'est fondamental. Si dans votre génération, vous ne voulez pas continuer à faire l'effort de promouvoir et même d'être agressif par moment, c'est-à-dire conquérant, en réalité, dans le monde des bisounours, ça ne marche pas.
Ça n'a jamais marché depuis le début de l'histoire. On peut le regretter, mais si vous n'êtes pas à la manœuvre, y compris dans le hard power, c'est-à-dire dans la guerre, y compris le moment où il faut taper dans la tôle, quoi, il faut y aller, militairement parlant, eh bien, vous êtes condamné à devenir le cœur antique de la tragédie grecque. C'est-à-dire que vous êtes derrière l'action et vous dites le droit et la morale. Mais vous n'êtes plus l'acteur de la tragédie elle-même, puisque de toute façon, l'histoire est tragique. Il ne faut pas se contenter de ça. Après, c'est vrai que c'est très difficile, parce que la démographie gagne toujours. C'est la règle absolue. La démographie gagne toujours dans les relations internationales. Alors forcément, en ce moment, on perd un peu, pourrait-on dire, hein, de ce point de vue-là. Dernier point. Nous avons, en Occident, par rapport à la vie internationale, pris l'habitude de gérer les problèmes, mais pas de les régler. C'est incroyable comment le système, par consensus à l'Union européenne ou aux Nations unies, vous amène à faire tourner le papier, j'allais dire. L'important, c'est que on arrive à baisser le conflit à bas bruit, mais c'est pas grave si on n'arrive pas à l'arrêter. Alors les choses durent très très longtemps, on ne règle plus les problèmes, on les gère. De ce point de vue-là, j'aime bien la phrase de Chaim Weizmann, la diplomatie consiste à retarder le plus longtemps possible ce que les rapports de force rendent inéluctable. Et évidemment, ce n'est pas terrible pour les diplomates, mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire cette capacité à ne pas faire du règlement à l'avance des questions de la guerre ou de la diplomatie préventive. Je termine avec le général de Gaulle en 1967 par rapport à la guerre des 6 jours. En fait, de Gaulle dit, avant la guerre des 6 jours, et alors même qu'il sait que les nations arabes vont attaquer Israël, il dit « La France ne pourra pas soutenir le premier pays qui attaquera. » Et comme Israël sent la pression des pays arabes, Israël attaque en premier, et de Gaulle dit « Terminé, la relation franco-israélienne. On sait que la voix de la France n'a pas été écoutée, et il casse la relation. » Et embargo, etc. C'est le début, c'est la fin de la lune de miel de 20 ans, 47-67, entre la France et Israël. Cette attitude qui consiste à dire « si vous ne m'écoutez pas, c'est la fin de la relation », c'est aujourd'hui quelque chose qui serait presque impensable. Mais le plus important, c'est que c'est typiquement occidental. Et cette attitude-là, occidentale, qui consiste à dire « vous ne m'écoutez pas, je fais ma crise d'ego et je dis puisque c'est comme ça, c'est fini », ça, c'est une des grandes faiblesses de l'Occident en réalité. On disait tout à l'heure, seul l'Occident met des sanctions sur des pays pour les punir d'avoir agi de telle ou telle manière. Je pense que cette attitude-là, aujourd'hui, n'est plus acceptable. La question, c'est par quoi est-ce qu'on la remplace ? Merci beaucoup. Est-ce que... Oui. Je crois que cette question est tout à fait fondamentale et merci de l'avoir posée et merci des réponses qui viennent d'être apportées. Il faut bien voir que notre diplomatie, elle est quand même hantée par la tradition qui découle de notre défaite de 1940. Nous avons été battus et nous avons été seuls. Il y a un livre de Gérard Haro très bien qui explique comment dans les années 30, le jeu anglais est tellement imbécile que finalement, il va favoriser Hitler. Et nous avons été seuls. Aussi, la première question que je pose, c'est quelles sont les limites de la solidarité de nos alliés et partenaires face à une crise grave ? C'est une question qui hante la diplomatie française. Nous avons l'article 5 de l'OTAN,
mais c'est pas automatique. Et déjà, Trump disait attention, je n'irai pas avec vous automatiquement si vous ne dépensez pas correctement. Et c'est quelque chose qui est profondément maintenant acquis dans la culture politique américaine, à savoir les alliés qui ne contribuent pas assez à la défense ne méritent pas d'être secourus. Vous avez également le fait qu'au sein d'une alliance, vous avez des alliés qui font n'importe quoi. Le cas d'Israël face à Washington actuellement est tout à fait typique. Deuxième problème, le risque de ne pas être en mesure de défendre ses intérêts vitaux. Alors la notion d'intérêts vitaux qui est utilisée pour la dissuasion, elle a évolué. En 1945, jusque dans la fin des années 70, c'était très clair. Nous avions des forces en RFA, nous avions la première armée, et si le pacte de Varsovie, envahissant l'Europe, commençait à toucher à nos forces et à approcher nos frontières, nos intérêts vitaux étaient en jeu, et donc à ce moment-là, on passait au nucléaire. Aujourd'hui, la notion des intérêts vitaux dans la doctrine nucléaire française est beaucoup plus complexe. On y a mis le terrorisme, donc punir les États qui encouragent des actes terroristes contre la France, mais aussi il y a d'autres éléments, et de plus en plus la dépendance d'un certain nombre de matières premières, l'accès à certaines lignes logistiques vont devenir quasiment très proches des menaces sur les intérêts vitaux. Troisième question, quels sont les moyens de notre influence? C'est beaucoup plus large, et c'est un vaste débat. Il se trouve que dans la dernière loi de programmation, a surgi une nouvelle fonction qui est l'influence. Alors, il est demandé à chaque ministère de définir les moyens de défendre notre influence. Alors, Éric Danon a tout à fait raison de dire que dans certains domaines, nous sommes devenus, mais pas nous seulement, inaudibles. Mais jusqu'à présent, nous avons traditionnellement privilégié l'influence culturelle, le réseau de nos alliances, le réseau de nos écoles à l'étranger, la francophonie. Aujourd'hui, il est clair que nous devons enrichir cette notion d'influence, influence technologique, scientifique, influence économique. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons des pays moyens ou petits qui ont acquis une influence avec une stratégie très ciblée. Le Maroc, par exemple, est devenu très influent en Afrique parce qu'ils ont mené une stratégie d'influence. Les États du Golfe, à coup d'argent, se sont dotés des moyens d'une influence. Quels sont les nouveaux moyens de l'influence française? Quelle est notre stratégie d'influence? Donc, je pense que ce sont des problèmes qui sont actuellement très présents dans notre réflexion diplomatique. Je finirai par souscrire à la règle qu'a rappelée Éric Danon. Le pire qui puisse nous arriver pour notre influence, c'est d'adopter un double langage. Et ça, c'est pas seulement un problème, disons, diplomatique ou de prise de position qui contredisent ce que nous demandons aux autres, mais c'est aussi un problème qui est lié aujourd'hui à la politique des sanctions. Parce que nous ne voulions pas faire la guerre à la Russie à cause de l'Ukraine, nous avons décidé massivement et à l'unanimité, y compris avec la Hongrie, d'imposer des sanctions à la Russie. Question, est-ce que c'est efficace? À court terme, certainement pas. À long terme, peut-être. Est-ce que ça a fait changer Poutine? Certainement pas pour le moment. Est-ce que nous ne sommes pas tiré une balle dans le pied?
C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Juste un mot. Des présidents de la République française successifs ont souhaité que le monde devienne plus multipolaire et échappe à la confrontation de deux blocs. Ils ont été exaucés. Le monde est multipolaire. Et il est diablement compliqué. Benoît vient de le dire. Même avec les alliés des deux pôles sont ingérables pour chacun des pôles. Ils ont tendance à manipuler leurs protecteurs. Et puis, comme cela vient également d'être dit, les menaces maintenant sont extraordinairement diversifiées. On n'a pas mentionné les développements technologiques de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. On a rapidement évoqué les instabilités au niveau des forces productives, de l'économie, de la finance, toutes sortes de problèmes qui peuvent créer des crises qui nous menacent directement. Donc nous sommes obligés d'avoir une panoplie extraordinairement diversifiée de capacités de réplique. Et je vais me risquer sous le contrôle de mes collègues, ce que nous faisons de mieux, puisque nous n'avons pas de pétrole, c'est d'essayer d'avoir des idées. Et une bonne partie de la diplomatie française contemporaine consiste à privilégier le jeu multilatéral dans toutes ses dimensions, que ce soit la dimension européenne, la dimension atlantique ou la dimension onusienne et à l'extérieur des Nations Unies, pour promouvoir des actions de coopération avec des coalitions quelquefois entières, quelquefois à géométrie variable, qu'il s'agisse de promouvoir la taxation des plus riches, qu'il s'agit d'avoir un minimum de taxation, par exemple, sur les sociétés. Ce sont des idées françaises de longue haleine qui ont été poussées dans le cadre du G7, dans le cadre du G20, à travers les travaux de l'OCDE, mais qui sont dans le sens de nos intérêts bien compris et qui ont pour objet de créer dans ce monde multipolaire fragmenté un minimum de régulation. Un minimum de cadre sur lequel on puisse avoir non qu'une maîtrise des phénomènes et en même temps les prévenir, si possible, un peu à l'avance. Et puis l'autre chose qu'on peut faire, on a beaucoup parlé du fait que le Sud n'était pas homogène. Oui, le Sud, effectivement, est rempli de pays moyens, de pays intermédiaires. On vient de citer le Maroc, on pourrait citer l'Indonésie, le Vietnam, le Mexique, qui sont des pays entre les États-Unis d'une part et la Chine, qui ont une diplomatie autonome, multicarte en quelque sorte, qui s'intéresse à tout le monde et avec lequel on peut faire des alliances de circonstances pour pousser tel ou tel intérêt. On les appelle pays connecteurs en quelque sorte. Et ça fait partie d'un jeu méthodique de longue haleine qui est conforme à notre tradition. Nous avons entendu les références au gaulo-mitterrandisme. C'est un peu ce genre de méthode qui reste. François Ier et Soliman. Voilà, François Ier et Soliman. Mais enfin, bon, là, comme je disais ce matin, Louis XIV n'a pas bougé quand les Turcs étaient sous les murs de Vienne. Il a laissé le roi Jean Sobieski aller rompre le siège de Vienne. Donc c'était la réelle politique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je t'en prie. Merci. Si je puis. Bon, au jour d'aujourd'hui, comme on dit maintenant, je crois que la Chine n'a pas les moyens militaires d'envahir Taïwan. Elle n'a pas encore des moyens de projection, notamment aéronavals, nécessaires pour le faire avec succès. Mais ça n'empêche pas, vous le voyez toutes les semaines dans la presse, de faire des manœuvres, d'envoyer des navires, de faire croiser un porte-avions
elle va en avoir 4 bientôt. Hein, de faire du brouillage électromagnétique. Donc tout ça, ça n'est pas gratuit. Et ça n'est pas seulement de la gesticulation. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, certainement, elle aura les moyens, sauf si, évidemment, il y a un changement de régime, que sais-je. Enfin, les tendances actuelles vont quand même dans ce sens. Elle s'est privée, je l'ai dit, effectivement, de tout moyen, de tout espoir, pour le moment, de réaliser la réunification pacifiquement, parce qu'elle a décrédibilisé elle-même son propre message qu'elle avait lancé au moment de la rétrocession de Hong Kong sur le scénario pacifique. Hein. La répression à Hong Kong a été très forte, les droits de l'homme ont été réprimés, toutes les libertés fondamentales, et Taïwanais ne peuvent plus nourrir raisonnablement l'espoir de retirer d'une négociation un peu apaisée une solution qui ménagerait tous leurs intérêts et tous leurs acquis, car ces acquis sont bien réels. Donc le risque, il est bien là. Alors après, est-ce que le risque, il est là? Est-ce qu'il est celui de l'explosion d'un conflit en mer de Chine du Sud? Il y a des frictions actuellement considérables avec les Philippines. Il y a des frictions considérables avec le Vietnam. Je signale au passage que la Chine, qui avait accepté en 2018 de soumettre ce différend à l'appréciation de la Cour permanente d'arbitrage, finalement a dénoncé la sentence de la Cour en disant que c'était absolument pas convenable, que ça ne lui convenait pas en tout cas, et que donc il n'est pas question de s'y conformer. Bon, est-ce que ça peut être aussi ce foutraque de Kim Jong-un qui un jour franchira une ligne rouge ou sera trahi par un problème technique, et qu'un missile de chez lui ira taper, par exemple, au-dessus du Japon? Là, il y a un sous-scénario qu'il ne faut pas non plus totalement négliger, il faut le savoir. Le Japon, pour le moment, ça n'est pas une doctrine, pas du tout, mais si c'était nécessaire, il lui faudrait 1 an pour se doter d'une bombe atomique militarisée. Hein, donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer, tout ça. Mais voilà, le risque, il est là. On en parle beaucoup moins ces temps-ci. Mais je crois qu'il faut toujours le garder présent à l'esprit parce que c'est une réalité. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. Oui, c'est une vraie question. Depuis le début, après la Deuxième Guerre mondiale, enfin en tout cas après 1957, l'Europe ne s'est pas construite comme une Europe puissance. Et le débat sur l'Europe puissance, il date de la création même de l'Europe. Il s'agissait de faire un espace de paix, de commerce, de coopération, mais pas la puissance. On a délégué la puissance aux États-Unis, puis participé à cette puissance, lentement mais sûrement, pour devenir ce qu'on appelait le pilier européen de l'Alliance, etc. Mais la question que Benoît d'Abbeville a rappelée, c'est quoi la fiabilité de l'Alliance atlantique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est pour toujours en place, comme demandait Angela Merkel? Ce qui est sûr, c'est que dans un scénario idéal, il faudrait lentement retrouver une autonomie en termes de défense, de puissance. Ça demanderait non seulement un effort considérable, mais en plus une vision stratégique de l'Europe. Pour le moment, nous n'avons pas été poussés. Mais quand effectivement Donald Trump a commencé à dire qu'il n'y avait pas d'automaticité dans l'attitude des Américains dans l'Alliance, ben évidemment, ça change la donne et ça entraîne une réflexion supplémentaire et sans doute, évidemment, beaucoup de moyens supplémentaires à mettre en place. Donc, la seule
seule réponse qu'on peut dire, c'est que, vu de la France, il est souhaitable, depuis toujours d'ailleurs, de faire monter en puissance l'Europe d'un point de vue politico-militaire, mais qu'il y a beaucoup de pays qui sont réticents par rapport à cela et qui confient entièrement leur défense et la vision stratégique aux États-Unis, en particulier ceux qui ont été envahis par l'Union soviétique à une certaine époque. Maintenant, la guerre en Ukraine, d'une part, c'est-à-dire l'agressivité russe, et d'autre part, le possible retour de Donald Trump, vont sûrement changer la donne dans les années qui viennent. L'Europe avait l'impression, après la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique, que son modèle avait gagné. Donc l'hubris européen, c'était le modèle européen va diffuser à travers le monde. C'était la démocratie et le marché. Ben, en fait, ça a commencé, sauf qu'après, maintenant, vous avez le reflux. Et c'est l'Europe qui se retrouve menacée par ce reflux-là. Et aujourd'hui, on fait un peu forteresse assiégée. Certains pays comme la France voudraient bien continuer à faire un effort autonome de défense avec les partenaires, mais une certaine urgence et parfois une certaine lâcheté des partenaires fait que pour le moment, ce sont les États-Unis qui profitent de ce retour de la menace contre l'Europe par l'achat, par certains, à commencer par l'Allemagne, de matériel américain. On va prendre encore 1 à 2 questions. Est-ce que... oui, je vous en prie. Qui souhaite réagir en premier? Juste un petit mot, effectivement, tiers-monde, c'est caduc, hein, on ne l'utilise plus jamais. Les pays du Sud, je pense qu'il ressort de notre débat que ce n'est pas du tout une catégorie opératoire, dans la mesure où vous avez dedans des pays dans un état d'extrême pauvreté, de grande vulnérabilité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais des pays à très bas revenus, des pays... n'ayant pas accès à la mer, des petites îles, etc., qui forment quand même la grande masse des gens qui votent aux Nations Unies, hein, parce que, et qui ont chacun une voix dans la démocratie globale. Et puis les gros, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ces gens-là. Et en fait, je crois que la grande leçon que nous pouvons tirer de notre débat, c'est ce qui est intéressant pour vous, pour nous tous, c'est d'essayer de comprendre la dynamique interne de chacune des sociétés. Comment elle fonctionne, comment se fait le mascaré des aspirations légitimes au mieux-être, à l'individualisation, comme venait de nous rappeler Eric, à un genre de vie ouvert sur le monde, au bénéfice de ces innovations technologiques universelles auxquelles tout le monde a envie d'avoir un téléphone portable avec un accès à Internet, y compris dans les campagnes les plus reculées d'Afrique. Et bien souvent, il y a des innovations, en particulier dans le domaine bancaire, qui se déroulent bien avant dans ce cadre-là qu'il ne se déroule chez nous. L'Inde a pris une énorme avance dans la gestion de sa population sur des bases informatiques par rapport à ce que nous sommes capables de faire ici. Et donc, la vraie leçon, c'est celle que nous donnait tout à l'heure Eric, c'est que
cette universalisation, il faut trouver les moyens de la gérer parce qu'elle correspond aux aspirations des individus et que les structures étatiques, les structures interétatiques, pour le moment, ne sont pas vraiment capables d'y réfléchir. Et que donc notre tâche, et votre tâche surtout, ça va être de réconcilier en quelque sorte cette énorme aspiration, ce besoin, avec la réalité de ce qui est quand même l'héritage de la souveraineté nationale. Ça, c'est l'Occident, hein, le mélange de la souveraineté et de l'aspiration à l'universel, de la contradiction entre le libéralisme et la régulation par les États. Ce sont des couples extraordinairement difficiles à gérer, mais qu'on ne pourra pas éviter. Il n'y a pas de solution simple. Quelques mots sur cette question. Effectivement, le Sud global, Marc de Brichambault l'a dit, ça n'existe pas, d'autant qu'il y a des pays très nordiques comme la Russie dedans. Donc ça n'a pas de sens. Je pense que ça a un sens politique. C'est un vecteur pour ce que le président de la République a appelé dans la conférence aux ambassadeurs l'année dernière la montée d'une politique du ressentiment. Alors là, effectivement, on peut faire. En revanche, quand on touche au dur, je n'y crois pas du tout. Le dur, c'est quoi? C'est le siège permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que la Chine serait prête à voir le plus grand pays du monde, c'est-à-dire l'Inde, avoir un siège permanent? J'ai beaucoup de doutes. Le dur, c'est l'arme nucléaire. Les États dotés, Benoît Daboville a rappelé qu'un certain nombre de pays des BRICS étaient des États dotés, et puis l'Inde a de fait la bombe atomique, même si elle n'est pas dans la catégorie officielle des États dotés. J'ai les plus grands doutes sur le fait que l'un de ces pays demain proposera de mettre sa bombe à la disposition de ses partenaires du Sud global ou des BRICS. Et donc il y a quand même, lorsqu'on arrive aux choses fondamentales, des divergences qui sont absolument, à mon sens, irrémédiables. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite apporter une dernière remarque? Sinon, on passera à la question. Juste, comment est-ce qu'on peut concilier tout ça? Vous serez confronté à quelque chose, j'allais presque dire comme un conseil de grand-père. Restez vous-même. C'est-à-dire, il faut assumer sa propre histoire pour arriver à se positionner par rapport aux autres. Vous êtes, on l'a dit ce matin, je le dis de façon un peu différente, vous êtes, comment dire, des enfants d'Athènes, de Rome et de Jérusalem. Vous êtes des enfants de la raison, du droit et de la transcendance monothéiste. Ne sortez pas de ça, mais battez-vous à partir de ça. C'est 20 siècles d'héritage derrière vous, c'est ça qui compte.